Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du test blanc numéro 3. Test blanc numéro 3 qui était consacré exclusivement aux classiques de l'épreuve et en ayant pour objectif de vous permettre d'identifier quelles sont encore à ce stade vos lacunes et les points à améliorer pour prévoir un score le plus proche possible de 600 au test blanc numéro 5 et qui reposera sur les mêmes ressorts. Ce test blanc fait partie du programme Battletage Mage, programme gratuit qui comporte plus d'une cinquantaine de cours dans tous les sous-tests, 6 tests blancs et des milliers d'exercices que vous pouvez retrouver sur notre site comme sur notre chaîne YouTube, dont les liens apparaissent en bas de l'écran. On s'intéresse pour commencer au sous-test numéro 1, c'est-à-dire la compréhension de texte, qui comportait 3 textes, comme habituellement, et qui étaient dans des thèmes classiques de l'épreuve. Le texte 1, c'était un article de Nicolas Collin, entre autres directeur d'un incubateur qui s'appelle De Family à Paris, et dont d'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos de conférences qui sont très intéressantes. En tout cas, c'était l'automobile et l'avenir de l'automobile. Un texte donc sur, en tout cas, si ce n'est le business, la vie des affaires et les nouvelles tendances. Donc on est vraiment dans le thème clé des textes de compréhension de texte. Le texte 2 ensuite, c'était une interview de Serge Mess, qui était le président des Taxis G7. Donc encore une fois, on était dans un domaine plutôt d'actualité et dans l'économie. Et comme il est de coutume, le dernier texte c'était quelque chose de plus scolaire sur un thème totalement différent qui était l'introduction et le développement de la pomme de terre en Europe. Donc la pomme de terre, un thème qui pour le coup n'était pas du tout scolaire. Comment on devait choisir l'ordre dans lequel on allait traiter ces textes? Eh bien comme je vous l'ai déjà dit dans les cours de compréhension de texte, le thème nous est complètement indifférent. Ce qui va dépendre, c'est la difficulté des questions. La difficulté des questions, on le voit en repérant si c'est plutôt des questions de repérage, donc sur le texte, ou c'est plutôt des questions d'analyse qui demandent d'analyser la pensée de l'auteur. Si on regardait rapidement les textes, on voyait avec le texte 2, c'était quasiment exclusivement des questions de repérage, le texte 3, beaucoup de questions de repérage et quelques questions d'analyse, et le texte 1, des questions exclusivement d'analyse, avec peut-être une question de repérage, mais en tout cas surtout de l'analyse. Donc si on voulait traiter ça stratégiquement, on aurait commencé par le 2, ensuite on aurait traité le texte 3, et enfin le texte 1. Bon, ici on va les faire dans l'ordre. Donc, le texte 1, si on cherche à le résumer, qu'est-ce que nous disait l'auteur ? Il nous disait que l'industrie automobile est victime de surcapacité et qu'elle sombre peu à peu, en tout cas l'industrie française. Et que la solution qui est proposée notamment par les politiques, c'est de baisser le coût de la main-d'œuvre pour regagner de la compétitivité. Lui, il est en désaccord total avec ça parce qu'il dit la bataille du coût de la main-d'œuvre est impossible à gagner, il y aura toujours les Chinois et d'autres qui seront moins chers que nous. Elle est dangereuse parce que quand on baisse le coût de la main-d'œuvre, ça baisse le financement social et donc ça baisse les revenus des gens en France et les revenus de substitution et donc in fine ça baisse la demande et surtout qu'elle est inhibante dans le sens où faire miroiter à l'industrie une baisse des charges, une baisse du coût de la main-d'œuvre, ça va la détourner des autres efforts d'innovation qu'elle devrait faire pour lui permettre de gagner en compétitivité. Il nous dit aussi que, historiquement, dans les 30 Glorieuses, la compétitivité, ça venait surtout de la baisse du coût de production à grande échelle, par exemple en mettant des usines géantes, en faisant des très très grosses séries de production et en faisant beaucoup de publicité. Il nous dit que ces outils-là sont obsolètes depuis la révolution numérique. Et lui, il estime qu'après la révolution numérique, ce qu'il appelle l'âge de la multitude, la valeur d'une voiture, c'est plus l'objet physique, c'est les applications auxquelles elle donne accès. Il veut en faire en quelque sorte un iPhone qui donnerait accès à des applications gérées par des tiers, des développeurs tiers, et qui permettraient aux constructeurs de gagner une marge élevée sur la vente de ces applications. Il nous dit surtout que si ces applications doivent être confiées à des développeurs tiers, autrement dit à un écosystème de surtraitants, c'est parce que si l'industrie essaie de les concevoir elle-même, elles seront peu nombreuses, elles seront bâclées, elles seront banales, elles seront décevantes et que pour satisfaire l'appétit énorme de la multitude, on est obligé d'avoir recours à un écosystème de surtraitants. Enfin, il prend un exemple, celui de PSA, pour dire comment il peut se redresser. Les questions sur ce texte. Première question, c'était quel titre peut-on donner à cet article ? 1. L'iPhone et l'avenir de l'automobile. Bon, clairement, c'est très réducteur, on parle de beaucoup plus de choses que ça.
et c'est un exemple très spécifique du texte. C'est un élément qui dit dans le texte, mais ce n'est pas du tout un titre. Le redressement de l'industrie automobile par le baisse de coût de main-d'œuvre est une illusion. Pareil, on est dans le même cas, c'est qu'on prend une petite partie, un petit élément, alors qu'on voudrait un titre plus global. Pour rebondir, PSA doit repenser son business model, car les méthodes des 30 Glorieuses sont devenues désuètes. Pareil, c'est totalement hors sujet, parce que l'objet du texte, c'est pas de faire une étude du cas de PSA, c'est de parler du secteur automobile de manière générale. D. Comment améliorer la compétitivité des constructeurs automobiles français? Pourquoi pas? Et E. La stratégie de redressement des industriels d'automobile doit tenir compte du changement de paradigme induit par la révolution numérique. Clairement, c'est le meilleur titre, parce qu'il est très informatif, très détaillé, alors que D était plutôt déclaratif. Donc ici, on répond E, pas d'ambiguïté. Question numéro 2. Pourquoi l'auteur pense-t-il que les applications ne doivent pas être développées par les constructeurs automobiles? 1. Ils n'ont pas les compétences techniques nécessaires pour que ces applications soient abouties. À aucun moment, c'est dit dans le texte. 2. Un acteur isolé est incapable de satisfaire l'insatiable appétit des consommateurs. Oui, tout à fait, c'est quand il nous dit qu'on a besoin d'un écosystème complet pour faire face à la demande énorme de la multitude. Et 3. Des surtraitants développeront des applications compatibles avec plusieurs marques de voitures. Peut-être, mais en tout cas, c'est jamais dit dans le texte. Le seul qui est dit dans le texte, c'est 2, donc la réponse, ce sera B, uniquement 2. Et question 3. Suivant son raisonnement sur la valeur d'une voiture à l'âge de la multitude, l'auteur pourrait affirmer que... Alors, qu'est-ce qu'il affirmait sur la valeur d'une voiture à l'âge de la multitude? Que c'était plus l'objet physique ou sa possession qui en faisait la valeur, mais les applications auxquelles elle permettait d'accéder. Les constructeurs de rasoirs ont compris l'évolution du marché car ils réalisent leurs bénéfices sur la vente des lames plutôt que des manches. Alors oui, si on extrapole un petit peu, le rasage c'est une application du rasoir, c'est ça qui fait la valeur, mais c'est très extrapolé, on le garde pour l'instant mais on aura sans doute mieux. Le marché automobile se polarisera rapidement entre offres low cost et offres haut de gamme. Aucun lien, on supprime. Le succès de l'iPhone tient à la faiblesse des coûts de production, à la publicité massive de son constructeur. C'est l'exact inverse de son opinion, d'accord? Ce qu'il disait, c'est que justement, ces méthodes-là, c'était celles des 30 Glorieuses et qu'elles étaient complètement dépassées. On peut éliminer cette réponse. Les voitures seront bientôt proposées sous forme d'abonnement mensuel par les constructeurs et il sera alors impossible de les acheter comptant. Alors oui, en extrapolant, il nous disait que c'était plus la possession qui faisait la valeur. Pourquoi pas? On peut le garder. Et enfin, dernière réponse, un tableau de maître ne vaut rien car il est inutile. Oui, c'est exactement ça. La valeur tient aux applications auxquelles il donne accès. Donc si un tableau de maître n'a aucune application, aucune utilité, alors il ne vaut rien. C'est exactement son raisonnement. Réponse E. Question 4. Comment réagirait l'auteur face à l'annonce d'une baisse immédiate de 25% du coût du travail sur le marché français? Qu'est-ce qu'il nous disait sur la baisse du coût du travail? Il nous disait que la bataille était perdue d'avance. Il nous disait que, in fine, ça proposerait des problèmes parce que ça saperait la protection sociale et surtout qu'elle serait inhibante pour l'innovation des constructeurs. Alors, déjà, les deux premières propositions, où on nous dit que ce serait positif, il considérerait cette nouvelle comme totalement positive car elle permettrait de redresser totalement le marché automobile, on peut la supprimer, et la seconde aussi, il considérerait cette nouvelle comme positive in fine car elle permettrait de donner les moyens aux constructeurs d'engager de nombreux ingénieurs pour développer une nouvelle application. On n'a rien là-dedans dans le texte, on peut supprimer ça. Il ne considérerait cette nouvelle ni comme positive ni comme négative car cela ne changerait pas les équilibres en place. La Chine et l'Europe de l'Est resteraient des marchés où la main-d'œuvre est plus économique. Alors oui, on a un lien avec le texte, dans le sens où le texte nous disait que la bataille du coût du travail était perdue d'avance, mais à aucun moment on parle de Chine ou d'Europe de l'Est, on infère un petit peu, et surtout, est-ce que ce serait ni positif ni négatif? On infère aussi. On peut éliminer celle-ci. Il considérerait cette nouvelle comme négative in fine car l'embellie provoquée détournerait l'attention des constructeurs des évolutions nécessaires à leur adaptation au nouveau paradigme. C'est bien ce qu'on disait sur le fait que la baisse du coût du travail serait inhibante. Et enfin, il considérerait cette nouvelle comme totalement négative car elle sonnerait le glas du système de protection sociale français. Alors, il y a des liens en effet, mais on va beaucoup trop loin quand on dit qu'elle sonnerait le glas du système de protection sociale français. Elle diminuerait peut-être le système de protection, mais on ne dit jamais qu'elle sonnerait son glas. On nous dit aussi que ce n'est pas forcément totalement négatif. Et enfin,
lui, quand il nous parle de protection sociale, c'est pas pour parler de protection sociale, c'est pour parler de consommation intérieure. Donc la D est clairement la meilleure réponse. Dernière question, enfin, sur ce texte. On nous demande quel est le meilleur résumé. Quels sont les éléments dans le texte? Si on prend paragraphe par paragraphe, il nous parle d'abord que la bataille du coût de la main-d'œuvre est vaine, que les 30 glorieuses c'est fini, et donc que les recettes du 30 glorieuses c'est fini, qu'il faut adapter l'industrie au nouveau paradigme en développant une plateforme avec des applications, que pour les applications c'est chacun son métier et que ce n'est pas les constructeurs qui doivent les faire, et enfin il prend l'exemple de PSA. Alors, quel résumé on peut supprimer là-dedans? On peut supprimer le résumé B. Il faut repenser le business model des constructeurs automobiles. Si le coût du travail est trop élevé, il faut générer de nouveaux revenus par la vente d'applications diverses, GPS, divertissement, productivité, comme a pu le faire Apple avec son iPhone. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte que deux des éléments, le coût de la main-d'œuvre qui est trop élevé et l'adaptation au nouveau paradigme. Il ne prend pas assez d'éléments, donc on peut le supprimer. D, pareil, le coût du travail n'est plus un enjeu à l'âge de la mondialisation, organiser les délocalisations. Faire construire l'objet physique à l'étranger n'est pas préjudiciable à l'économie quand la valeur provient d'applications proposées par des ingénieurs français rattachés à un écosystème. Non seulement ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais en plus de ça, on n'est pas dans le résumé et on ne prend pas tous les éléments. Il y en a un autre qu'on va supprimer, d'accord, qui est le troisième. La révolution numérique a rendu les stratégies des 30 glorieuses obsolètes et l'enjeu du coût du travail secondaire. La valeur d'un produit vient aujourd'hui principalement de son usage. Plutôt que de verrouiller leurs produits, les industriels doivent les ouvrir à des surtraitants afin de générer des commissions. Alors là, on prend tous les aspects en compte, mais problème, on ne parle jamais d'automobile, alors que le texte parle d'automobile. Donc on supprime ce résumé C. Il nous en reste deux, A et E. A, à l'âge de la multitude, la culture de la planification est dépassée. Redresser PSA ou ses concurrents par les outils traditionnels de compétitivité est une chimère. Les constructeurs doivent s'adapter aux nouvelles envies des consommateurs en permettant à des tiers de développer de nouveaux usages pour leurs véhicules. Ou E, les débats sur le coût du travail détournent les constructeurs automobiles du véritable enjeu, la modernisation des modèles économiques traditionnels, car la valeur provient désormais plus de l'usage que du produit lui-même. PSA et les autres doivent à la fois créer les plateformes permettant cette transition et encourager les tiers à les alimenter. Les deux sont très corrects au fond. Moi j'ai une préférence pour le E, c'est pour ça que je dirais que c'est la réponse E, mais comme souvent sur des questions d'analyse, il y a une part de subjectivité et surtout, voilà, deux réponses sont possibles et la distinction n'est pas forcément très élevée. En tout cas ici, ce sera la réponse E considérée comme correcte, parce que c'est ce que j'ai décidé en écrivant le texte. Mais c'est la vérité, c'est comme ça que les choses se déroulent aussi au Taj Mahal. Et c'est pour ça qu'il faut savoir si on répond ou pas quand on hésite entre deux, entre trois propositions. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui traite de ce thème. Voilà pour le texte 1. Texte 2, une interview donc, du président des taxis G7. Si on le résume, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait l'intervieweur qui lui disait « Vous êtes PDG de taxi G7, les chauffeurs manifestent demain contre Uber Pop, est-ce que vous les soutenez ?» Il nous répondait « Je comprends leur désarroi parce qu'ils subissent une provocation permanente de la société Uber qui continue à exploiter illégalement le service Uber Pop. » On lui demandait pourquoi le service était illégal, il répond « Une activité de transport de voyageurs nécessite une licence de taxi, une carte VTC ou une entreprise sous statut LOTI. On ne peut pas laisser coexister deux systèmes, l'un illégal car des personnes ne payent ni charges sociales ni charges fiscales, et l'autre dans lequel des taxis respectent la réglementation, payent des charges sociales et payent des charges fiscales. » On lui demandait donc comment faire cesser le trouble, est-ce que c'était par des interventions policières? Il disait oui, il faut au besoin interpeller les chauffeurs qui se prêtent à cette activité, mais avant tout il faut faire comprendre aux chauffeurs et aux clients les risques encourus, notamment en termes d'assurance. Les clients doivent prendre conscience des risques de confier leur sécurité à un chauffeur d'Uber, qui n'est pas soumis à un temps de travail maximal ou à des visites régulières médicales. Quand vous montez dans un taxi G7, vous êtes certain que le chauffeur a dormi une nuit complète et que les tarifs sont réglementés. Enfin, on lui demandait si les taxis sont parfaits, alors comment vous expliquez ce succès d'Uber et des autres plateformes de mise en relation? Et il disait, le taxi n'est pas parfait, et le client est en droit d'attendre une amélioration de la qualité. Et que c'était ce que G7 essayait de faire depuis 2 ans, en s'inspirant des VTC, en essayant d'être aimable, d'être habillé en costume cravate, de proposer aux clients de choisir la musique diffusée à bord, etc. Alors, les questions. Que peut-on affirmer concernant la société dirigée par M. Mess? G7 est la première compagnie de taxi d'Europe. G7 emploie plus de 12 000 chauffeurs. G7 est le deuxième acteur mondial du transport de personnes après Uber.
La majorité des affiliés G7 sont parisiens et G7 est implanté dans plusieurs pays d'Europe. Pesons les mots « première compagnie de radio-taxi d'Europe ». C'est ce que nous dit l'intervieweur, vous êtes président de G7, première compagnie de radio-taxi d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire déjà que ce n'est pas nécessairement la première compagnie de taxi d'Europe. Pourquoi? De radio-taxi, on ne parle pas des taxis. Peut-être qu'il y a un acteur qui ne fait pas du radio-taxi mais qui est plus grand que G7. Et surtout, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont présents dans plusieurs pays. C'est peut-être qu'ils ont une telle domination en France qu'ils sont les premiers européens, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont présents dans plusieurs pays. Donc on peut éliminer la réponse A et la réponse E. G7 est le deuxième acteur mondial de transport de personnes après Uber, la réponse C, on n'a aucun élément dans le texte qui nous permet de le dire, on peut aussi l'éliminer. Donc qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait la réponse D, la majorité des affiliés français de G7 sont parisiens. Oui, c'est le cas, on nous disait 8000 chauffeurs dont 5500 à Paris, donc c'est largement plus de la moitié. Question 7. D'après le texte, pourquoi UberPop est-il illégal? Les chauffeurs UberPop ne payent ni charges sociales ni charges fiscales. En effet, c'est ce qu'il nous disait. Les chauffeurs UberPop n'ont pas de licence de taxi. Alors déjà, c'est pas dit dans le texte. Et en plus de ça, on nous disait que pour être légal, on n'a pas forcément besoin d'une licence de taxi, mais on peut être VTC ou LOTI. Donc non, UberPop n'est pas illégal à cause de ça. Et enfin, les chauffeurs UberPop ne sont pas assurés pour le transport de personnes. On nous dit qu'ils ne sont pas assurés pour le transport de personnes, mais il n'y a aucun élément qui nous permet de dire si ça rend illégal ou pas le service UberPop. Donc seulement un le rend illégal, et c'est la réponse A. Question 8, toujours une question sous ce format 1, 2, 3. D'après le texte, quels sont les avantages du taxi par rapport à UberPop? Un voyage en taxi est plus agréable, car le chauffeur est plus aimable, porte un costume cravate et propose au client de choisir la musique diffusée. Clairement pas, pourquoi? Parce que déjà, on nous dit que ça ne concerne que les taxis G7, que c'est en cours de déploiement, donc que tous les chauffeurs ne sont pas concernés, et en plus de ça, on ne sait pas si UberPop propose ces services-là ou pas. Donc non, ce n'est pas un avantage du taxi par rapport à UberPop. 2. Un voyage en taxi est plus sûr, car le chauffeur est soumis à un temps de travail maximal. Oui, c'est exactement ce que nous dit M. Metz. Et enfin 3. Un voyage en taxi est moins cher, car le tarif est réglementé. On nous dit bien que le tarif est réglementé, mais on n'a aucune information pour savoir si ces tarifs réglementés sont plus chers ou moins chers que ceux d'UberPop. Donc, uniquement 2, réponse B. 9. Quel titre pourrait-on donner à cet entretien? Qu'est-ce qu'on veut pour un bon titre? C'est pareil, on veut reprendre les idées du texte. Les idées du texte, c'est quoi? Il y a un conflit entre les taxis et UberPop. UberPop est illégal, UberPop est dangereux et on doit le proclamer, on doit faire de la pédagogie auprès des clients. Et nous cherchons à améliorer la qualité de service. Bon, tous les titres reprenaient des éléments qui étaient dits dans le texte, je ne les reprends pas individuellement, mais celui qui en reprenait le plus et qui était le plus synthétique, c'était le 4e, donc réponse D. La pédagogie et le service doivent être nos principales armes pour lutter contre les chauffeurs clandestins d'UberPop. On avait bien l'idée du conflit, l'idée de l'illégalité d'UberPop, l'idée de la dangerosité, et qu'on devait faire la pédagogie autour, et l'idée de l'amélioration du service. Enfin, dernière question sur ce texte. Laquelle de ces affirmations est nécessairement fausse? Serge Metz participera à la manifestation des taxis? On n'a aucune info là-dessus. Réponse A, on l'élimine. Le service est le critère déterminant dans le choix d'un mode de transport par le consommateur? Aucune info là-dessus, on l'élimine aussi. Et là, parmi les 3 restantes, il y a les 2 principaux pièges de cette épreuve de compréhension. Texte, d'accord, qui est surinterpréter le texte, c'est la réponse C. Certains chauffeurs travaillent plus de 15 heures par jour. On se dit a priori c'est faux, ils sont soumis à un temps de travail maximal. Mais à aucun moment on nous précise ce temps de travail maximal, donc vous allez plus loin que le texte et vous vous trompez. Et enfin, réponse B aussi, qui est un autre piège des conditions minimales, UberPop est le seul service proposé par la société Uber en France. Alors évidemment, vous savez tous que c'est faux, c'est nécessairement faux, et que vous pouvez aussi prendre un UberX ou un van, ou etc. Mais encore une fois, vous allez plus loin que le texte, vous utilisez vos connaissances personnelles, alors que rien dans le texte ne dit qu'il y a d'autres services comme UberX ou UberVan. La seule réponse qui était nécessairement fausse, c'était la réponse D. La loi Thévenoud interdit le transport de voyageurs à toute personne ne disposant ni d'une carte VTC ni d'une entreprise sous statut LOTI. Pourquoi? Parce qu'elle nous disait bien, la loi Thévenoud, qu'elle autorisait aussi évidemment les taxis. Enfin, le dernier texte, un texte plus scolaire sur la pomme de terre.
Qu'est-ce qu'on nous disait sur les pommes de terre? On nous disait que j'avais été rapporté les Andes par les conquistadors à la fin du XVIe siècle, qu'elle était rapidement plébiscitée pour la facilité de sa culture, qui permettait de contrer les famines, qui touchaient les populations pauvres d'Europe, qu'en France elle est cultivée dès la fin du XVIe siècle par un agronome qui s'appelle Olivier de Serres, mais qu'elle sera rapidement interdite à la consommation parce que les paysans l'accusent de transmettre la lèpre et que l'Église la considère comme une plante du diable. Ensuite, on nous parle d'un pharmacien, Antoine Parmentier, qui découvre la pomme de terre lorsqu'il est emprisonné en Westphalie, parce que les Allemands nourrissent leurs prisonniers avec la pomme de terre comme ils nourrissent leurs cochons. Ensuite, en 1971, l'Académie des sciences de Besançon va lancer un concours qui s'appelle « Quels sont les végétaux qui pourraient être substitués en cas de disette à ceux que l'on emploie communément et quelle devrait en être la préparation ?» Parmentier, il va justement remettre un mémoire qui va mettre en lumière les vertus de la pomme de terre et qui va proposer des recettes de pommes de terre. Un peu plus tard, il est nommé apothicaire en chef de l'Hôtel des Invalides et il va inciter la faculté de médecine de Paris à lever l'interdiction qui frappait la consommation des pommes de terre. Il va se mettre à cultiver la pomme de terre sur un terrain loué près de l'Hôtel des Invalides et organiser des dîners en invitant des scientifiques à manger, à goûter les pommes de terre. Un peu plus tard, en 1977, il publie un livre de recettes de pommes de terre. Ça ne suffira pas, toutes ces initiatives, à convaincre les Français de manger de la pomme de terre, ni aux paysans de la cultiver. Alors il appelle à une ruse pour faire croire que c'est un mets d'exception, réservé aux rois et aux plus grandes tables. Il va demander à Louis XVI de lui prêter un champ dans la plaine des Sablons, autrement dit à Neuilly aujourd'hui, et d'y planter les pommes de terre qu'il va faire garder par des soldats toute la journée. Et ça va attirer l'attention, des paysans vont la nuit s'introduire clandestinement dans le champ pour voler les pommes de terre en se disant que, vu le dispositif de sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et peu à peu, la pomme de terre va commencer à être consommée, à acquérir ses lettres de noblesse. Les questions. Que peut-on affirmer concernant le concours de l'Académie des sciences de Besançon? Il visait à identifier des produits de substitution aux produits de consommation courante en cas de mauvaise récolte. Oui, c'est exactement le thème. Il a été remporté par Parmentier? Non, aucun élément qui nous permet de le dire. Et il s'est déroulé moins de 10 ans après la fin de la guerre de 7 ans? Oui. Concours en 71, la guerre de 7 ans, on nous dit qu'elle est finie en 63, donc ça fait bien moins de 10 ans. Les réponses correctes sont 1 et 3, réponse D. Question 12. D'après le texte, qui décourageait la consommation de pommes de terre en France? Les paysans, oui, ils disaient que ça transmettait la lèpre. Et le clergé, oui, également, il disait que c'était une plante du diable, en ce qu'elle poussait dans le sol, dans le domaine du diable, et pas sous l'œil de Dieu comme les fruits et les autres plantes pouvaient pousser, autrement dit, à l'heure libre. Le roi décourage-t-il la consommation de pommes de terre en France? Non, on pourrait même dire qu'il l'encourage, vu qu'il l'aide Parmentier à développer sa consommation. Les réponses correctes, c'est donc 1 plus 2, et c'est la réponse C. Question 13. Parmi ces 5 ouvrages, lequel serait le plus susceptible de contenir ce texte? Un manuel de philosophie, un manuel d'ethnologie, un manuel de biologie, un manuel de marketing ou un manuel d'agronomie? On peut directement éliminer philosophie et ethnologie, il n'y a aucun lien. Ensuite, il nous reste la biologie, le marketing et l'agronomie. Et là, il faut bien comprendre qu'on est dans une question d'analyse, dans une question qui nous demande de réfléchir au texte et à son sujet. C'est pas parce qu'on parle de pommes de terre qu'on parle d'agronomie ou de biologie. L'agronomie, la biologie, c'est des sciences, et ici, il n'y a aucun fait scientifique qui est abordé. C'est plus du registre de l'anecdote, de la petite histoire, et surtout le thème, c'est quoi? C'est comment Parmentier a-t-il popularisé la pomme de terre? A-t-il réussi à vendre la pomme de terre, à convaincre les gens de consommer des pommes de terre? Donc, clairement, parmi les 5, là où il y a le plus sa place, c'est un manuel de marketing. Réponse D. Question 14. Classer les 4 événements ci-dessous par ordre chronologique. Alors, on comprend bien que Olivier de Serres cultive la pomme de terre en Ardèche. C'était le tout premier, c'était tout début, on est à la fin des années 1500, on est fin du XVIe siècle. Et ensuite, on sait bien que Parmentier, son emprisonnement, c'est là où il découvre la pomme de terre, donc le 3, l'élément 3, c'est bien le deuxième à se passer. Donc, l'hésitation, c'est entre les deux dernières. Il propose pour la première fois des recettes de pommes de terre, et il est nommé apothicaire en chef de l'Hôtel des Invalides. Alors, dans le texte, on sait qu'il est nommé à l'Hôtel des Invalides, et qu'ensuite il va publier un livre de recettes de pommes de terre en 1777. Et là,
beaucoup d'entre vous vont répondre donc 4, 3, 2, 1. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que vous avez lu trop vite et on nous dit propose pour la première fois des recettes à base de pommes de terre. On n'est pas en train de parler du livre de recettes qu'il a publié. On est en train de parler tout simplement du concours de l'Académie des sciences de Besançon, 1771, qui a donc lieu bien avant l'Hôtel des Invalides. Donc la bonne réponse c'est 4, 3, 1, 2 et c'est la réponse C. Enfin, dernière question de ce texte. Quel proverbe correspond le plus au comportement d'Antoine Parmentier? Tout ce qui brille n'est pas d'or, la fin justifie les moyens, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, plus on se hâte, moins on avance, et tous les chemins mènent à Rome. Alors, si on regarde un peu le texte, c'est Parmentier va persévérer sans résultat, il va mettre en place plein d'initiatives pour populariser la pomme de terre, ça ne va jamais marcher. La seule façon dont ça va marcher, c'est quand il va utiliser la ruse. Donc dire qu'il a persévéré et que ça a fini par marcher, comme dans patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme dans qui se hâte moins avance ou comme tous les chemins mènent à Rome, clairement c'est l'inverse de ce qui est dit dans le texte. On peut supprimer les trois. On hésite entre A et B, d'accord. Tout ce qui brille n'est pas d'or, parce que c'est clairement la stratégie qu'il utilise pour les pommes de terre. Hein. Il fait croire qu'elles sont précieuses en les faisant garder, et la fin justifie les moyens, dans le sens où il utilise une ruse pas forcément très morale pour arriver à ses fins. Problème, si on répond A ici, on se trompe encore une fois, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça correspond peut-être à la stratégie qu'il a mise en place, ça correspond peut-être aux pommes de terre qui étaient cultivées, mais certainement pas au comportement d'Antoine Parmentier. Donc la réponse, c'est B, la fin justifie les moyens. Voilà pour ce sous-texte de compréhension de texte. Si vous voulez la suite de la correction, donc la correction de calcul, elle apparaît évidemment à l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du reste du contenu et pour retrouver notamment tous les autres cours, les autres tests blancs, les exercices, gratuitement, hein, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site. Et enfin, autres liens qui apparaissent sur l'écran, je vous invite, comme à chaque fois, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à tout de suite pour la correction du calcul.